À coup d'anticyclone, l'été s'est installé sur la France, le thermomètre n'en finit pas de monter et Météo France nous annonce la journée la plus chaude de demain. Conséquence, la pollution s'est installée dans les villes. Au Kenya, alors que le bilan dépasse les 150 morts, les sauveteurs s'appliquent à sortir des ruines quelques rares survivants. 3 personnes ont été sauvées aujourd'hui. La mort d'un guide en haute montagne, victime d'une chute après, semble-t-il, une imprudence. À la sécurité civile, les missions s'enchaînent, souvent déclenchées par des appels sur téléphone portable. C'est un des chanteurs les plus aimés en France. Jean Ferrat était hier soir à Alès, moins pour chanter que pour entendre ses fans lui rendre hommage en chantant en chœur. Et puis une enquête sur l'eau minérale dans ce journal. Cette saison, les Français sont les plus grands consommateurs d'eau minérale en France. On voit même s'ouvrir des bars à eau, une curiosité au pays de Rabelais. Madame, monsieur, bonsoir. Il a fait chaud toute la journée, une journée d'été comme on aimerait en voir plus souvent, avec du soleil partout, du nord au sud et de l'est à l'ouest, des températures au-dessus des normales saisonnières. Dans le nord, on n'a pas attendu de voir jusqu'où montrait le thermomètre pour se ruer à la plage. Il y a même eu des bouchons ce matin à la sortie de l'île en direction de la côte d'Opale. Caroline Marie et Dominique Mazy. La mer se trouve à quelques kilomètres seulement, mais ils préfèrent rebrousser chemin, découragés par les embouteillages. C'est le premier week-end véritablement estival dans le Nord-Pas-de-Calais et tous ont eu la même idée. Dans le Nord, depuis au moins un mois, il n'arrête pas de pleuvoir, alors ça fait du bien un peu de soleil. C'est assez sympa de se dire que les week-ends, on fait vraiment la coupure avec le bureau et on se retrouve sur la plage et voilà. On va mettre mamie à l'abri. Pour pas qu'elle se soit. À l'abri derrière des parasols qui ne sont pas destinés ici à protéger du soleil. Regarde-moi ça, c'est le bonheur, non? C'est juste pour le vent, mais comme on est derrière une butte de sable, je crois que ce sera une sécurité supplémentaire. Puis vient le moment tant attendu, celui où l'on se jette à l'eau, celui où l'on se dit qu'on aurait dû réfléchir avant. Elle est pire qu'un réfrigérateur. Non mais ça va parce qu'il n'y a pas trop de différence entre dehors et l'eau, alors puis quand on s'amuse, ça va. Une eau à 20 degrés, 21 pour la température de l'air. À Dunkerque, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Après un mois de juillet désastreux, les commerçants retrouvent le sourire. Il fait beau, tout le monde sort, tout le monde a le moral. Non. Tout le monde travaille. Quand il fait mauvais, on n'a pas de chien. La météo prévoit encore quelques jours de beau temps, le temps de profiter pleinement du soleil, à l'abri du vent, derrière les parasols. Et le soleil et la chaleur et l'absence de vent, c'est bien sûr le cocktail idéal pour la pollution à l'ozone, y compris sur Nice et ses environs. Les autorités ne s'étaient pas empressées de le faire savoir hier, mais là-bas aussi, le niveau de pollution à l'ozone a été dépassé hier. Il l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui, surtout en fin de journée avec les fameux retours de plage. Dans bon nombre d'endroits, le niveau a également été dépassé, niveau de pollution. Vous allez le voir sur cette carte, dans les Bouches-du-Rhône, pour la 3e journée consécutive, à Lyon, Bordeaux, sur toute l'Alsace et la Moselle, à Grenoble également, et puis bien sûr à Paris, où la préfecture de police a pris des mesures de restriction, diminution de la vitesse et contrôle des voitures les plus polluantes. Mais vous allez le voir dans ce reportage de Jean-Claude Alanic et de Bernie Mériot, il n'y avait pas grand monde à contrôler aujourd'hui à Paris. Loin des plages surpeuplées, un dimanche de pollution presque ordinaire à Paris. La pollution, on commence à être habitué. En revanche, 36 degrés à l'ombre, c'est franchement moins fréquent. C'est plutôt la chaleur. La pollution, non, vraiment, je trouve pas que ça a changé par rapport aux autres jours. Mais la chaleur, oui, il fait vraiment chaud. Et pourtant, la pollution est bien là, installée sur la France au moins pour plusieurs jours. Un niveau 2 qui a mis la police sur le pied de guerre. Dans le collimateur, les voitures qui polluent trop, le verdict est immédiat. Ce véhicule pollue autant que 10 voitures, le PV est de rigueur, le conducteur tout à fait d'accord, pas de quoi assombrir cette belle journée. Franchement, s'il n'y avait pas eu ce test de contrôle pollution, je ne serais jamais allé chez un garage pour aller faire vérifier ma voiture. Maintenant, c'est vrai que plus il y aura de systèmes de contrôle comme celui-là, et à mon avis, plus de personnes feront attention à la pollution, surtout par rapport à l'amende qui est de 300 francs. Mobilisé lui aussi contre la pollution, le radar laser. Car le niveau 2, ça veut dire une vitesse limitée.
inférieure de 20 km en dessous du seuil habituel. Vraiment pas de chance pour les rares automobilistes à circuler aujourd'hui dans Paris. Quant aux cartes de tourisme, l'interdiction absolue était de laisser les moteurs tourner à l'arrêt, en principe. Si actuellement le moteur de mon car est en train de tourner, c'est parce que dans ce car il y a des enfants de bas âge, il y a des bébés, et du fait qu'il fait très chaud à l'extérieur, je suis obligé de laisser tourner un peu le moteur. Un choix cornélien, mais on l'aura compris, la solution la plus sage en cas de pollution, c'est d'aller à pied et de se la couler douce, et tant pis si l'eau de la fontaine est un peu polluée. Bon, ça n'est pas fini du côté de la météo, puisqu'on nous annonce des pointes de 34 à 36 degrés dans le nord et de 39 degrés dans le sud. Lundi devrait être la journée la plus chaude de l'été selon Météo France. La mort d'un guide de haute montagne dans le massif du Mont-Blanc, Charles Savin, un jeune guide de 26 ans qui accompagnait 2 clients sur le versant italien du massif, a fait une chute de plusieurs centaines de mètres. Le guide, semble-t-il, a fait une erreur au cours d'une pause en s'éloignant de son groupe et en marchant sur une corniche de neige qui s'est détachée. Cette année encore, les Alpes sont très prisées par les vacanciers, quel que soit leur niveau d'entraînement et d'expérience. Ils n'hésitent plus à se lancer dans des grandes courses en montagne avec une garantie supplémentaire, le téléphone portable. Une sécurité bien sûr, mais certains ont tendance parfois à en abuser. Le reportage avec la sécurité civile à Annecy de Ludovic Fossard et de Jean-François Monnier. Ok, si on est prêt, on va décoller. C'est bon. C'est bon. Ouais. Pour eux, ce n'est pas la bonne période pour les vacances. Ils sont disponibles 24 heures sur 24, avec en moyenne 4 à 5 missions par jour durant les mois d'été. Des sauvetages indispensables le plus souvent, mais pas toujours. Comme ici, par exemple. Juste un groupe de randonneurs fatigués. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai eu mal au ventre, envie de vomir. Et puis un signe d'évanouissement. À toi. Cette opération de sauvetage a été déclenchée par le téléphone portable des randonneurs, un simple coup de fil. On se sent raccroché aux autres, on n'est pas seul. C'est-à-dire, ce qui est bien, c'est d'avoir la solitude de la montagne et puis d'être relié aux autres, surtout l'hélicoptère. L'évacuation est rapide, efficace, mais pas nécessaire. Le téléphone portable déclenche trop facilement les alertes, estiment de plus en plus de sauveteurs, même s'ils en apprécient les avantages. Et un gros avantage quand même, c'est que ça amène les informations très rapidement au centre de secours, au centre de traitement d'alerte, qui nous permet même jusqu'à des guidages très précis sur les lieux d'arrivée, puisque nous sommes en liaison avec le centre de traitement d'alerte, qui peut rappeler le téléphone donc, qui est sur les lieux, et les gens peuvent nous guider très précisément. Illustration quelques minutes plus tard. Tu viens vers moi, hein ouais. Allez, là on a 5 mètres à faire au moins. Hein. Un pêcheur a été bloqué par la montée des eaux de la rivière. Ok. Allez, maintenant tu viens vers moi. Avant d'arriver sur place, l'équipe de la sécurité civile dispose de toutes les informations et prévoit donc les moyens en conséquence. Le pêcheur est dégagé en une dizaine de minutes. On s'est peur parce qu'il y a un éboulis qui tombe, hein, puis on se dit qu'on va peut-être tomber après, donc on bouge plus et puis voilà. Malgré l'arrivée du portable, le nombre d'émissions n'a pas augmenté cette année. 1 millier environ pour les appareils de la base d'Annecy. Le portable est donc un moyen de se sentir plus en sécurité dans ces montagnes. Un moyen qui ne semble pas gêner le travail des sauveteurs. Mais pour combien de temps ? Au Kenya maintenant, le bilan des 2 attentats anti-américains s'est encore alourdi aujourd'hui avec 158 morts à Nairobi et 100 à Dar es Salaam en Tanzanie. Sur place à Nairobi, les secours espèrent toujours retrouver des survivants après le sauvetage miraculeux de 3 personnes aujourd'hui. Il s'agissait d'un homme qu'on a retrouvé sous les décombres. C'était des sauveteurs israéliens qui l'ont récupéré après toute une nuit de recherche. Ils l'entendaient converser depuis déjà un jour. Et puis aujourd'hui, la surprise a été grande de découvrir dans un bâtiment juste à côté de celui qui avait été le principal détruit par l'explosion, et de retrouver une femme et son fils qui étaient restés prostrés après l'explosion, qui n'avaient pas osé descendre. Vous allez voir le reportage maintenant d'Anne Ponsinet et de Didier Dahan, ce sont nos envoyés sur place. Aujourd'hui, pour la première fois depuis l'explosion, seuls des corps sans vie ont été extraits de cet immeuble effondré.
L'espoir s'amenuise. Des engins de plus en plus lourds sont engagés par les sauveteurs israéliens pour parvenir au plus vite par 3 chemins différents auprès d'une femme qu'on croit encore vivante 48 heures après. La sécurité civile française arrivée ce matin a constaté que les 190 Israéliens contrôlent la situation. La première urgence est passée. Ce matin, les 3 hôpitaux les plus importants à Nairobi avaient retrouvé la moitié de leurs lits disponibles. Il y a beaucoup de blessés, c'est vrai, mais actuellement la situation est maîtrisée par le service médical du Kenya. Les Américains de leur côté se concentrent sur leur ambassade, une construction mitoyenne moins endommagée. Le bâtiment est fouillé et refouillé car du personnel est toujours porté manquant. Fouillé aussi par les enquêteurs du FBI à la recherche d'indices. Notre équipe était à Oklahoma City. Malheureusement, nous avons l'habitude de travailler sur des affaires d'explosion criminelle en collaboration avec la police. Évidemment, nous ne cherchons pas d'indices, mais nous travaillons à côté des techniciens du FBI. Et nous pouvons leur signaler ce que nous avons remarqué sans y toucher. Quant aux Kenyans, ce sont eux qui ont payé le plus lourd tribut, avec plus de 100 morts. Ce dimanche, ils sont venus regarder les sauveteurs travailler. Parmi eux, Aurelio Rebello, avocat. Il était dans l'immeuble au moment de l'explosion. Son collaborateur de 24 ans est sous les décombres. Ça devait être une cible bien facile pour qu'ils viennent frapper chez nous. Ce n'est pas notre problème. C'est un problème qui a été apporté par des étrangers. Ce n'est pas un problème kényan. Une cible plutôt facile en effet. Voici l'arrière de l'ambassade. Sous cette bâche, la voiture piégée. Malgré les procédures de sécurité, il était facile pour une voiture d'accéder à proximité du bâtiment situé en centre-ville. Alors Anne Poncinet, bonsoir, vous êtes sur place. Une équipe de la sécurité civile de Brignoles en France est arrivée sur place aujourd'hui. Est-ce qu'on espère vraiment retrouver encore des survivants ? Écoutez, les Israéliens nous ont dit qu'ils allaient retirer les débris pierre par pierre, quel que soit le temps que cela prendrait, 3 ou 4 jours s'il le fallait. La difficulté pour eux, c'est que, évidemment, ils ne savent pas combien de personnes se trouvent sous les décombres, de même qu'on ne sait pas dans l'ambassade américaine combien de visiteurs se trouvaient dans l'ambassade au moment de l'explosion. Les Français que nous avons vus de la sécurité civile, eh bien, ils sont venus à Neuf pour une mission d'évaluation et ils ne vont pas demander de renfort puisqu'ils considèrent que les Israéliens font face à la situation. Ils nous ont expliqué que la difficulté dans ce type de catastrophe, c'était que contrairement à un tremblement de terre où les bâtiments tombent à force de vibrations, eh bien là, il y avait qui pulvérisait les dalles de béton et donc les niches où pouvaient se réfugier les rescapés étaient de force. Merci beaucoup Anne Poncinet. On est désolé parce qu'on a perdu la liaison. En tout cas, merci pour ces précisions sur les secours français qui, Anne nous le disait, n'allaient pas demander donc d'être renforcés sur place à Nairobi. Pendant que les secours poursuivent donc leur travail, l'enquête a bien évidemment commencé. Les Américains ont dépêché des spécialistes du terrorisme sur place. Aujourd'hui, le mystérieux groupe intitulé l'Armée islamique pour la libération des lieux saints musulmans a revendiqué une 3e fois ces attentats, mais cette fois auprès de nos confrères de RFI à Paris. Éric Monnier. Ce qu'ils cherchent, ce sont des indices, des détails qui pourraient mettre ces agents du FBI sur une piste. Officiellement, aucune n'est écartée, mais c'est bien au groupe terroriste islamiste que pensent les enquêteurs. D'abord, parce que quelques témoignages parlent d'hommes de type arabe aperçus avant l'attentat, ou bien d'une voiture bourrée d'explosifs avec son conducteur au volant, un attentat suicide, la marque du terrorisme moyen-oriental. Pour l'instant, une seule revendication non authentifiée, parvenue à des médias du Caire et des Émirats arabes unis, puis à la rédaction de Radio France Internationale à Paris. Une mystérieuse armée islamique pour la libération des lieux saints musulmans réclame, dans 3 communiqués pêle-mêle, l'évacuation des forces américaines d'Arabie Saoudite, l'arrêt du soutien des États-Unis à Israël, la fin du pillage des ressources pétrolières des musulmans. Ce qui frappe dans cette revendication, c'est qu'on a l'impression que c'est les mêmes motivations qui avaient animé les auteurs des attentats anti-américains qui ont eu lieu en 1995 et en 1996 en Arabie Saoudite. Organiser 2 attentats à la voiture piégée et simultanément dans 2 pays étrangers réclame des moyens importants. Selon plusieurs sources, ces attentats auraient pu être décidés lors d'une réunion entre plusieurs groupes terroristes connus. À la 2e moitié du mois de février dernier, on avait des informations venant de l'Afghanistan qu'il y a eu un front
qui s'appelle le Front islamique international pour combattre les Juifs et les croisades. Et a été composé de certains groupes islamiques, arabes et asiatiques. Des groupes égyptiens, saoudiens, qui auraient pu partager leur savoir-faire en quelque sorte. Le djihad égyptien a prouvé qu'il savait organiser des attentats à l'étranger, comme le montre la tentative d'assassinat du président Moubarak en Éthiopie. Quant à cet homme, Oussama Ben Laden, d'origine saoudienne, il est considéré comme le financier du terrorisme. On lui impute l'attentat anti-américain de Daran en 1996. Les enquêtes s'annoncent longues et difficiles. Une fois les responsables identifiés, encore faudra-t-il les localiser et les arrêter dans les pays où ils auront trouvé refuge. Ce n'est pas la moindre des difficultés qui attend les enquêteurs. La crue du Yangtze en Chine, nous n'avons toujours aucun bilan officiel des personnes emportées par la rupture accidentelle d'une digue près de la ville de Yungyang, une ville de 500 000 habitants. Les autorités chinoises, elles, hésitent toujours à dynamiter l'une des digues principales, cette fois pour protéger le complexe industriel de Wuhan, menacé par les eaux. Wuhan et ses 7 millions d'habitants. Frédéric Renaud. Leur village était protégé par des digues, du moins le croyaient-ils. Ce soir, leurs maisons sont noyées sous 2 mètres d'eau. Il a fallu évacuer les derniers habitants en urgence. Ici, dans le district de Jianli, au centre de la province du Hubei, ce n'est pas le fleuve qui a enfoncé les digues. Les autorités les ont dynamitées après avoir fait évacuer 50 000 habitants. En noyant délibérément la région, ils espèrent faire baisser le niveau du Yangtze de 10 cm. 10 cm qui suffiront peut-être à éviter de nouvelles catastrophes en aval du fleuve, où les brèches dans les digues n'ont toujours pas été colmatées. Les milliers de sacs de sable, les bateaux coulés avec leur chargement, tout cela n'a pas suffi. Mais c'est dans les zones noyées de la province du Hubei que la situation est la plus préoccupante. C'est énorme. Ce sont des milliers de villages engloutis. Il y a 40 à 50 000 personnes qui sont réfugiées, qui viennent des villages. On les a réfugiés sur l'arrière. Aujourd'hui, ils sont dans la dernière zone de protection. L'eau prise le niveau des sacs de sable. Derrière cette ultime digue vivent 500 000 personnes. Si le niveau du Yangtze devait encore monter, les autorités ont prévenu qu'elles feraient sauter de nouvelles protections. Les disparus se comptent déjà par milliers, les réfugiés par centaines de milliers, toute une population en déroute ne sachant plus où trouver refuge, qui risque de grossir la foule des déshérités dans les banlieues déjà surpeuplées des grandes villes. Les obsèques de l'ancien dictateur communiste Todor Zhivkov ont été suivies par des milliers de Bulgares à Sofia. La coalition au pouvoir avait refusé de lui organiser des obsèques nationales, mais les nostalgiques du communisme, à l'appel de l'actuel parti socialiste bulgare, ont donc voulu porter dignement en terre celui qui a mené la Bulgarie d'une main de fer pendant 35 ans. Dans l'Himalaya, il n'y a pratiquement plus d'espoir de retrouver vivants Éric Escoffier et Pascal Bessières, accompagnés de cordées. Ils ont disparu le 28 juillet alors qu'ils entamaient l'ascension finale du Broad Peak, un sommet à plus de 8000 mètres. Depuis, plus de nouvelles. Le nom d'Éric Escoffier risque donc bien de s'ajouter à la longue liste des grands alpinistes français morts en voulant conquérir ces sommets de l'Himalaya. Christelle Bertrand. Éric Escoffier et sa compagne de cordée Pascal Bessières ont disparu depuis 13 jours. D'après les témoins, il y a peu de chances de retrouver les deux alpinistes vivants. Deux membres de l'expédition polonaise ont vu Éric et Pascal sur l'arrêt de Sommital à 10h30. 45 minutes plus tard, quand les deux Polonais étaient arrivés au col, ils ont regardé l'arrêt de Sommital et ils ne voyaient plus personne dessus. Et ils jugent impossible qu'Éric et Pascal, à la vitesse où ils allaient, qui était très très lente, aient disparu de leur champ de vision en 45 minutes. Éric Escoffier et Pascal Bessières ont probablement passé la nuit du 29 juillet assis dans une grotte. Mais les conditions climatiques se sont aggravées. Le vent, le froid et l'altitude de près de 8000 mètres affaiblissent les capacités intellectuelles. Les gens, quand ils partent du camp de base où ils sont acclimatés en général, bien plus ils vont atteindre les altitudes très importantes, 7000 et 8000 mètres, bien plus ils montent et plus leurs facultés sont diminuées. Et quand arrive un obstacle, que ce soit le mauvais temps ou un obstacle technique ou tout ça, eh bien ils n'ont plus la même, à mon avis, la même prise de pouvoir de décision. Pour Escoffier, le mot renoncer n'était pas dans son vocabulaire. Handicapé, il voulait gravir avant l'an 2000 les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Le Broad Peak, au Pakistan, était la 6e ascension de son défi. Mais vouloir sans cesse repousser les limites comporte des risques. Dans l'Himalaya, la moindre erreur est fatale. Éric a dû calculer, a dit voilà, j'ai une chance d'aller au sommet, il a supputé les problèmes.
Bon, malheureusement, il s'est probablement trompé et puis bon, la montagne était plus forte que lui. Éric Escoffier et Pascal Bessières ne sont pas les premiers alpinistes français à mourir dans l'Himalaya. Au mois de mai dernier, Chantal Mauduit a elle aussi été vaincue par la montagne. Malgré les dangers, l'Himalaya continue de faire rêver tous les alpinistes. En France, l'actualité politique, ce sont les journées nationalistes de Corté, un rendez-vous traditionnel pour les indépendantistes corses de la Conculta, la façade légale du FLNC Canal Historique, mais un rendez-vous particulier cette fois-ci, 6 mois après l'assassinat du préfet Erignac et alors que le nouveau préfet Bernard Baudet s'applique à restaurer l'état de droit sur l'île. Agnès Varamian et Alain Locaccio étaient sur place. Ils sont discrets, mais bien présents. Les gendarmes mobiles, dans le maquis de Corté, c'est la première fois en 17 ans de journée nationaliste, réunion publique. La tradition veut qu'ici, les clandestins du FLNC Canal Historique apparaissent au soir du dernier jour. Cela fait déjà plusieurs années que ce rite n'est plus respecté, mais le préfet a tout de même pris les devants, joué la dissuasion. Nous nous regardons. Vous comprenez bien pourquoi ils sont là. Ils ne sont pas chez eux, ils sont d'accord. Il faut qu'ils arrivent ces chiens là, parce que ça c'est des chiens. Hein. C'est la provocation, parce qu'ils ont peur que le FLN sorte du maquis. Alors mais le FLNC c'est une organisation clandestine armée, donc illégale. Mais partout il y a des clandestins. Depuis la rupture de sa trêve, le canal historique a revendiqué une dizaine d'attentats. Dans un communiqué publié par la presse de la Conculte, sa vitrine légale, les clandestins annoncent des événements tragiques à venir en riposte, disent-ils, aux provocations de l'État. Les provocations, parfois, engendrent des drames. Il faut être objectif, il faut avoir les yeux ouverts. Bon, c'est un peu la lecture que je fais, moi, de ce communiqué. Et j'y perçois justement davantage, disons, un appel à la raison qu'une menace. Mais à l'évidence, le ton s'est durci. La Conculta Nacionalista, rassemblement nationaliste, est devenu le rassemblement indépendantiste. Et les mots ont un poids. C'est plus clair, oui. C'est plus clair, c'est net et c'est précis. Pendant 3 jours, les militants ont débattu de l'indépendance avec des Basques ou encore des Kanaks. À cette heure, les clandestins n'étaient pas apparus. Il faut dire que dans leur communiqué, ils saluaient les militants et toutes les personnes présentes. Les habitants de la paisible commune de Trèbes, près de Carcassonne, ne sont pas encore revenus de la nuit qu'ils ont passée entre vendredi et samedi. Vers 3 heures du matin, un commando d'une dizaine d'hommes a purement et simplement neutralisé leur commune et détourné la circulation pour s'attaquer aux distributeurs automatiques de billets. Le récit de Christophe Larocca et d'Olivier Combe. À Trèbes, on se souviendra longtemps de ce casse rocambolesque. Les images du braquage sont encore dans toutes les mémoires. Dans cette petite commune de 6000 âmes, à 3 heures du matin, les 10 à 15 malfaiteurs ont imposé leur loi pendant près d'une demi-heure sans que rien ni personne ne les en empêche. Il y avait 2 voitures ici en bas arrêtées devant le cabinet dentaire qui fermaient la route complètement. 2 voitures en haut qui fermaient aussi la route. Une organisation vraiment militaire, tout était bien pesé d'une façon incroyable. Ici même, les gangsters cagoulés et masqués arrêtent donc la circulation pendant que leurs complices s'en prennent aux distributeurs de billets. Je vois un camion qui prenait de l'élan sur la place de la mairie, qui reculait à toute vitesse pour essayer d'enfoncer la banque, le crédit, la caisse d'épargne. Celle qui est derrière nous. Celle qui est derrière moi, exactement. Le camion a été volé quelques minutes plus tôt. Grâce à son bras élévateur, les malfaiteurs qui ont échoué à la caisse d'épargne enlèvent le distributeur de la Banque Populaire et le déposent dans une camionnette. À ce moment-là, c'est le receveur de la poste qui tente de s'interposer. J'étais dans ma chambre. J'ai interpellé l'individu qui avait en bas de chez moi pour lui dire vous pouvez arrêter. J'ai appelé la police et ils arrivent. Et j'ai pas eu l'air de beaucoup les déranger. Il a juste daigné envoyer un parpaing à travers la fenêtre. Ironie, le standard de la brigade de gendarmerie du village était commuté sur Carcassonne. Les gendarmes arriveront 2 minutes trop tard. Les malfaiteurs ont ensuite pris l'autoroute. Ils ont enfoncé cette barrière de service, puis une autre pour sortir peu avant Narbonne. L'action du commando n'était pas une première. En juillet, dans le Gard et l'Hérault, plusieurs distributeurs de billets ont fait l'objet d'attaques similaires. Presque aussi cocasse, mais sans conséquence cette fois, les Russes ont peut-être inventé la prise d'otages par correspondance. Un Tupolev des lignes intérieures russes a été détourné alors qu'il n'y avait, semble-t-il, aucun pirate de l'air à bord. Pendant le vol, une hôtesse a simplement trouvé une feuille manuscrite dans le couloir qui menaçait de faire exploser l'appareil si 100 000 $ en roubles n'étaient pas déposés tout de suite dans les toilettes. L'avion s'est posé à Moscou. Tous les spécialistes de la lutte antiterroriste étaient là. Le pilote négociait entre guillemets directement avec les forces de l'ordre. Et puis au bout de quelques heures, eh bien,
on s'est décidé à faire descendre tout le monde de l'avion. Il n'y avait donc pas de pirates à bord. Plus sérieusement maintenant, une commémoration en forme de réhabilitation en Russie avec l'inauguration d'un monument à la mémoire des malgré nous, ces Alsaciens ou Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande et morts par milliers dans les camps russes. Marcel Trier. Un peu de terre, d'Alsace et de Moselle. Pour rendre hommage, un demi-siècle plus tard, à des milliers de Français morts sans sépulture ici, au cœur de la forêt russe. C'étaient les malgré nous, les enrôlés de force. Leur long calvaire s'est terminé ici en 44 ou 45 à 500 km au sud-est de Moscou, près de la ville de Tambov, d'où ils furent convoyés par cette voie ferrée vers le camp 188. 15 à 20 000 d'entre eux, faits prisonniers, y côtoyèrent des nazis français, roumains, italiens ou belges. Eux, pourtant, n'avaient pas choisi de porter l'uniforme allemand. Mais les soviétiques ne firent aucune distinction. Travail forcé, mauvais traitement, épidémie, des hivers à moins 30. C'était il y a 53 ans. C'était hier. J'ai la chair de poule. Tous ces souvenirs me reviennent à l'esprit. Vous aviez juré de ne plus venir et pourtant vous êtes là aujourd'hui. Je suis là. Vous ne regrettez pas d'être venu? Non. Les jeunes des départements annexés d'Alsace et de Lorraine ayant massivement refusé de revêtir volontairement l'uniforme allemand, 130 000 d'entre eux furent incorporés de force dans la Wehrmacht et la Waffen-SS et pour la plupart envoyés sur le front russe. 40 000 ne sont pas revenus. Au moins 5 000 reposent dans la fosse commune du camp 188. Pour leurs proches, l'heure est enfin venue de faire son deuil. Aujourd'hui, c'est comme si je viendrais à l'enterrement de mon frère. On a mis le monument et aujourd'hui je viens à l'enterrement de mon frère. Donc on ne sait pas où il est, disparu, mais il repose en terre de Russie et aujourd'hui je lui apporte des fleurs. Une cérémonie qui met fin à un terrible malentendu. La plupart des malgré nous partirent en effet sous la menace de représailles sur leur famille. Des milliers d'entre eux tentèrent quand même de s'enfuir pour rejoindre l'armée rouge et combattre les nazis, mais hélas sans convaincre les soviétiques. Le secrétaire d'État aux anciens combattants, les élus d'Alsace et de Lorraine, au nom de la France, leur rendent enfin justice. En France, nous vous parlions de la canicule au début de ce journal. Le moment ou jamais est venu de se mettre à l'eau. Il faut savoir que les Français, avec les Italiens, sont les premiers consommateurs d'eau minérale dans le monde, avec 112 litres d'eau par an et par habitant en France. Et cette tendance va en s'amplifiant au point que l'eau est à la mode et que s'ouvrent à Paris des bars à eau. L'enquête de Luc Bazizin et de Claude Barnier. Nous sommes ici chez Colette, un bar à eau dans le 1er arrondissement de Paris. La carte compte plus de 60 eaux différentes provenant d'une trentaine de pays. Phénomène de mode ou snobisme, le client est souvent plus attiré par l'allure de la bouteille que par son contenu. Nombreux sont ceux qui viennent là pour enrichir leur collection personnelle. Je viens ici parce que j'aime bien le cadre, j'aime bien le minéral et je trouve qu'il y a un côté ludique et sympathique de faire la collection des bouteilles de minéral. D'ailleurs, vous pouvez voir sur les tables, elles y sont plus, donc les gens partent avec. Et ça nous évite un peu de travail, oui, ça nous évite de débarrasser les tables. Le capital séduction de la bouteille fait flamber les prix sur la carte. De 15 francs à 45 francs maximum atteint pour une bouteille de 33 centilitres. Marco, sommelier un peu particulier, nous guide vers sa cave. Une véritable caverne d'Ali Baba pour amateurs d'eau sous toutes ses formes. Bien, voilà la réserve. On a rassemblé le monde, quoi, ici. Des machines capables de produire jusqu'à 25 000 bouteilles par heure. En fait, chacune des deux plus grandes marques d'eau minérale françaises met sur le marché plus d'1 milliard de litres par an. Le numéro 1 mondial, Nestlé, possède Vittel et 60 autres marques. Le numéro 2, Danone, possède Evian et également une soixantaine de marques.
L'eau, une ressource naturelle au cœur d'une guerre commerciale. Chacun se bat pour préserver la qualité du contenu et pour innover sur la forme du contenant. Tout est bon pour attirer le client. Ici, par exemple, ces formes de danseurs viennent s'inscrire sur la bouteille d'Évian à l'occasion du Nouvel An. Un argument jugé suffisant pour multiplier par 3 le prix de la bouteille. Quand on crée, on doit d'abord comprendre le marché de la concurrence. Si le coût d'un flacon dépasse même un demi-centime, ça ne se fabrique pas. Un demi-centime répété des millions de fois, c'est cher. La concurrence vient maintenant des 4 coins du monde pour détrôner l'eau du robinet. Alors restons dans l'eau, ou plutôt sous l'eau. À Nice, l'association pour le développement de l'apnée a organisé ce week-end une compétition européenne, une compétition amicale, mais très suivie. Ce sport, 10 ans après le Grand Bleu, est de plus en plus populaire. Yasmina Farber et Diane Richard. Relaxés, ils sont déjà sur leur planète avant d'être sous l'eau, dans leur bulle. Sur la plage de Passable, une quarantaine d'apnéistes se mesurent plus qu'ils ne s'affrontent. La première épreuve, c'est l'apnée statique, rester immobile sans respirer, 4, 5, 6 minutes parfois, coupé du monde. On n'a plus de notion du temps. D'ailleurs, certains psychologues étudient les apnéistes pour ça. La perception du temps est modifiée. Un apnéiste qui fait une bonne performance peut être resté peu alors qu'il est resté longtemps. Autre défi, l'apnée dynamique. Pour marquer des points, chacun se fixe une distance à parcourir. Pour la première fois en compétition, les filles ont monté leur équipe. Elle s'appelle les Prémices. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce sport? C'est d'être dans l'eau, c'est tout. Aujourd'hui, on va rien faire, on a annoncé n'importe quoi. On va sans doute pas réussir ce qu'on a annoncé, mais c'est pas grave, on va se faire plaisir, on va se mettre dans l'eau. Mathilde a parlé trop vite. Stop pour Mathilde Pizarre. Elle ne manque ni d'air ni de mental. La preuve, elle bat tous les garçons en réalisant un record du monde en mer sur 107 mètres. Mais les apnéistes attendaient tous le vertige des profondeurs. Au large, ils se préparent à la plongée en poids constant, descendre et remonter à la force des palmes. Les concurrents ont tous leurs limites, de 20 à 60 mètres. Peu importe, ils gagnent des points s'ils atteignent leur plaquette. C'est un nouvel esprit de l'apnée, moins obsédé par les records, plus ouvert vers les amateurs. La compétition, elle est accessible à tous. Elle permet de pas seulement mettre en avant une élite, mais de mettre même en avant des jeunes et enfin des femmes. D'ailleurs, hier, on en a eu un excellent exemple, pour que justement on démocratise un peu tout ça et qu'on devienne vraiment un sport à part entière. Un sport où les individualités restent fortes. Pendant cette compétition amicale, des stars de l'apnée préparent en solitaire de nouveaux records de profondeur. Voilà, on a vu qu'il fallait parfois des lunettes de soleil pour plonger. La première journée du championnat de France de première division, une soirée riche en buts, il y en a eu 22, et en émotion. Le public était particulièrement nombreux hier dans les stades. 58 000 personnes au stade Vélodrome à Marseille, 36 000 au parc Lescure à Bordeaux. L'effet mondial se fait sans doute sentir encore. Vincent Fourcade. 60 000 spectateurs au Vélodrome, dont 35 000 abonnés, c'est le premier record de la saison. Mais à Marseille, le jeu tarde à venir, il faut attendre la 48e minute et un centre de Robert Pires pour que Ravanelli ouvre le score après un mauvais dégagement. Les Nantais se ressaisissent mais ne peuvent absolument rien contre un Kopke en grande forme. À la fin de la rencontre, Roy lobe le gardien nantais, trop sorti. 2-0 score final, Roland Courbis est satisfait mais lucide. Je crois que c'est bien d'attaquer la saison en prenant 3 points, tout en étant conscient du niveau moyen de notre match. Et comme je viens de le dire, si le soir où on est moyen, on réussit quand même à savoir gagner nos matchs, ça ne peut me laisser qu'optimiste. Et ce n'est pas le cas pour Alain Giresse et le PSG qui s'incline 3-1 à Bordeaux. Seule consolation pour les Parisiens, un missile tiré des 30 mètres par le Nigérien Okocha, rentré 10 minutes avant la fin. Même désillusion pour les Lensois qui s'inclinent 3-2 à Toulouse. Les champions de France sont collés dès la rentrée.
À la fin de cette première journée, Monaco s'impose à Lorient. Bon résultat pour Rennes face à Auxerre. Bastia et Montpellier font match nul, tout comme Lyon à Strasbourg et Sochaux à Nancy. Fort logiquement, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Monaco et Rennes occupent la tête de ce premier classement de la saison. Le PSG, lui, ferme la marche juste devant le FC Nantes. Et toujours en sport, la belle performance de la Française Marie Pierce hier soir dans le tournoi de tennis de Californie. Elle a battu la Suissesse Martina Hingis, première mondiale s'il vous plaît, en 3-7, 3-6, 7-6 et 6-2. Et en finale, eh bien, elle doit affronter l'Américaine Davenport. L'homme ne se montre pas souvent et pourtant il n'a pas pu résister à l'invitation que lui avait lancée l'association Languedoc Chanson, des passionnés pour ne pas dire des fans, qui voulaient lui rendre hommage dans les arènes d'Alès. 6000 personnes étaient donc là pour chanter, parfois en chœur, les chansons de Jean Ferrat. Florent Muller et Yann Streff. « 700 choristes et des arènes pleines à craquer, Alès a rendu hommage hier à Jean Ferrat. J'ai jamais eu cette occasion. J'ai été chanté par certaines chorales, mais une chanson. J'ai jamais assisté à une soirée entière consacrée à mon répertoire. Les apparitions de Jean Ferrat se font rares et la foule salue son entrée par une série de hollas. Les 180 choristes d'Alès ont réussi à réunir autour d'eux des centaines de chanteurs venus de tous les horizons pour interpréter le répertoire de l'artiste. L'admiration que l'on a pour Jean Ferrat déplace des frontières, puisqu'il y a des gens du Québec. D'ailleurs, on a un animateur qui est québécois, on a un chef de chœur qui est québécois, on a des gens qui viennent de Suisse, qui viennent de Belgique, qui viennent d'Espagne. La force imbécile triomphe du droit quand la liberté tombe sa pelisse. À la nostalgie succède la révolte contre l'horreur nazie, des paroles murmurées par la foule en hommage à ses amis résistants Lucie et Raymond Aubrac. Bien que je t'embrasse. T'es content, hein? Ah oui, je suis content. T'es content. Oh, oui. On a passé une Mais avant de se retirer dans sa montagne Sévenol, Jean Ferrat a offert à Alès le plus beau des présents. Voilà, je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. À coup d'anticyclone, l'été s'est invité sur la France. Le thermomètre n'en finit pas de monter. Et Météo France nous annonce la journée la plus chaude demain. Conséquence, la pollution bien sûr s'installe dans les villes. Et puis au Kenya, alors que le bilan dépasse les 150 morts, les sauveteurs s'appliquent à sortir des ruines quelques rares survivants. 3 personnes ont été sauvées aujourd'hui. Voilà, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Nathalie Riouet pour la météo, bien sûr. Demain, à 13h, ce sera Philippe Lefebvre. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h. Bonne soirée sur France 2.